Chère Marlène, cher Patrick, Christian et Jean-Christophe, en général, monsieur le responsable, directeur de la Banque de France, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames et messieurs, je suis bien sûr très content, très heureux d'être ici pour partager avec vous un combat qui nous anime, vous l'avez compris, qui est celui de la fabrication française, qui est celui de la France des usines et des ateliers, et qui est au fond sans doute le meilleur levier que nous avons pour préparer un avenir collectif. Le monde tel que nous le vivons, ma génération, telle que la génération de ceux qui nous suivent et qui sont nombreux dans cette salle le vivent, est un monde en bouleversement global et brutal comme aucune autre génération avant nous ne l'a connu. Nous aurons vécu dans notre génération plus de changements que n'ont connus toutes les générations qui nous ont précédés depuis que l'homme est sur la Terre. C'est dire si nous vivons un moment que l'histoire retiendra sans doute comme un moment bouleversant au sens plein du terme. Les bouleversements sont au fond doubles. Il y a une double problématique. D'abord, une poussée démographique gigantesque. Il va y avoir autour de 2 milliards d'êtres humains sur Terre en 1900. Et on sait qu'en 2050, c'est-à-dire 150 ans après, il y en aura 10 milliards. Si on était passé de 2 milliards à 10 milliards, si on avait eu le même taux de progression depuis que l'homme existe, vous imagineriez ce qu'on serait aujourd'hui. C'est un choc considérable que ce choc démographique. Ça veut dire que, d'abord, l'économie du monde est en train de se bouleverser. Il suffit de voir les grands concurrents, si j'ose dire, que peuvent être la Chine, l'Inde, les grands continents comme l'Afrique, qui sont des géants. Le marché chinois, c'est plus d'1 milliard de consommateurs. Nous sommes 60 millions de consommateurs en France. Donc ça change la donne. Ça épuise les ressources de la planète, parce que si les 10 milliards d'êtres humains qui seront ceux que nous prévoit en 2050 consomment comme à l'époque où nous étions 2, 3, 4, 5, 6 milliards, sans avoir le souci de la durabilité de ce que nous consommons, évidemment, on va épuiser la planète. La question environnementale, la question écologique qui nous taraude, au fond, c'est celle-là. C'est qu'il y a un nombre d'êtres humains de plus en plus important sur la planète qui consomment de manière non raisonnée et sans doute non raisonnable et qui épuisent les ressources de la planète. Et en plus, en consommant et en rejetant des gaz à effet de serre, créent des phénomènes climatiques qui nous contraignent. Regardez ce qui s'est passé au Canada. C'est la traduction très réelle de ce qu'est le réchauffement climatique. Donc ça nous oblige à changer. Ce premier événement, ce premier élément, c'est la démographie. Et puis le deuxième élément qui nous contraint, c'est un choc gigantesque de technologie. On le disait tout à l'heure avec Jean-Christophe. À l'époque où nous faisions nos études, les téléphones commençaient à exister, n'est-ce pas? Il y avait le bebop. Qui est-ce qui m'a dit qu'il y avait... Non, qui m'a dit qu'il avait connu des bebop, c'est vous? Le bebop, alors vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. C'était un petit téléphone portable qui était uniquement à Paris. Et pour marcher, il fallait être à côté de l'émetteur. Donc si vous étiez dans la mauvaise rue, ça ne marchait pas. Mais si vous rapprochiez de l'émetteur, c'était le début du téléphone portable. Et puis on a vu arriver ensuite des téléphones portables de plus en plus élaborés. Et puis les smartphones qui aujourd'hui absorbent tout. Le plus grand nombre d'entre vous doivent avoir des réveils. C'est le téléphone qui fait réveil. Plus beaucoup n'ont peut-être des radios, peut-être dans la voiture, mais en dehors, c'est le téléphone qui fait radio, c'est le téléphone qui fait carte bleue, c'est le téléphone qui fait carnet d'adresse. Enfin, il y a ce choc et ce bouleversement technologique que vous vivez, vous, au quotidien dans les produits qui sont traités ici, mais qu'on vit dans toutes sortes de produits, de la révolution de ce qu'on appelle les intelligences artificielles, qui vont avoir des capacités de calcul, de connaissances gigantesques, de l'exploitation de ce qu'on appelle les data, les données, qui vont permettre de connaître les moyens de lutter contre les maladies, les habitudes des hommes, etc. Nous sommes dans un bouleversement technologique accéléré et aucune génération n'a connu ça. Alors c'est à la fois formidable, c'est vachement bien d'avoir un téléphone, hein.
Imaginez un peu que vous n'ayez plus de téléphone pendant qu'il y ait une pandémie du téléphone, qu'on confine les téléphones pendant un mois. Vous vivez pas, hein? Je vous rassure, moi non plus, sur ce sujet-là. Donc c'est à la fois formidable, et je trouve que notre génération, la génération de nos enfants, a beaucoup de chance de vivre ces changements que n'ont pas vécu les générations qui précédaient. Et puis c'est à la fois bouleversant, parce que ça change des habitudes, ça change des modèles économiques. Voilà, comme tout bouleversement, mais quand le bouleversement arrive très vite, et je pense, si vous retenez une chose de ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que ces phénomènes démographiques et ces phénomènes d'évolution technologique, ils sont marqués par la rapidité. Il y a toujours eu des évolutions, mais elles étaient lentes. On avait plus de temps pour s'y habituer. Aujourd'hui, c'est rapide. On sait que dans une génération, vous allez connaître 2, 3, 4 disruptions majeures qui obligera à s'adapter, qui obligera à faire autrement. Et évidemment, comme on ne sait pas exactement ce que seront les disruptions majeures dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on peut s'inquiéter. Se dire, mais qu'est-ce qu'on va devenir quand on explique que, monsieur le maire, quand on explique que dans 30 ans, il y a la moitié des métiers qui existeront qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Je dis, zut, 30 ans, c'est pas loin, hein, sur ce sujet-là. Donc tout ça crée de l'inquiétude, tout ça crée à la fois de l'optimisme, et ici vous en êtes bien pourvus, mais aussi des changements profonds qui nous contraignent et qui sont notre environnement. Je voulais prendre un peu cette hauteur pour vous dire qu'au fond, le combat que vous menez ici à Sophie Group, il est pleinement, l'enfant est issu de ces réalités, de ces bouleversements technologiques, de cet épuisement de la planète, et ici, vous êtes ceux qui participaient à soigner la planète. J'ai vu que votre logo à l'Élysée, c'était un coq. Moi, j'aurais choisi un colibri. Vous connaissez le paradigme du colibri? Le colibri, vous savez, c'est ce petit oiseau de quelques grammes qui est un des rares oiseaux à faire du vol stationnaire. Il y a les hélicoptères qui font du vol stationnaire et il y a les colibris. Et l'histoire du colibri, c'est la forêt qui brûle, c'est les animaux qui s'enfuient face à l'incendie, et c'est le petit colibri qui va dans la rivière, qui prend dans son bec une petite goutte d'eau, qui retourne sur l'incendie, qui repose la goutte d'eau et qui fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et au bout de la journée, le lion qui était prêt à fuir arrive, il dit « Mais le colibri, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais là? T'as vu l'incendie, ta goutte d'eau ?» Et le colibri le regarde et dit « Je fais ma part. » Et je pense qu'ici, vous faites votre part. C'est-à-dire qu'individuellement, vous faites votre part de l'économie des ressources, de ce monde fou qui nous voyait fabriquer des produits, aller extraire des matériaux et des terres rares pour qu'au bout de 2-3 ans, les produits, on les jette, on aille les brûler dans des usines ou on les abandonne dans la nature, sans avoir le souci de se dire mais tout ça c'est du gâchis, on peut réutiliser. Il y a des choses qu'on peut garder, conserver. Et vous êtes dans ce combat-là. Vous l'êtes économiquement, comme chef d'entreprise, mais vous l'êtes aussi avec votre cœur, avec votre engagement philosophique, avec votre volonté de bien faire. Et quand j'entendais votre discours sur l'environnement, sur l'engagement social, sur l'engagement sociétal, tous ces grands mots dont on nous rebat les oreilles, c'est ça, c'est au fond, quelle est la part que nous faisons chacun pour essayer d'améliorer le collectif et de sauver le système. Alors le matin, quelquefois, on se lève plein d'enthousiasme, et puis le soir, quand on se couche, on se dit « Tiens, aujourd'hui, je n'ai pas fait grand-chose pour sauver le système », mais je pense que nous pouvons tous agir à notre niveau, que c'est ce que vous faites ici, et ce que vous faites ici, dans la logique de ce combat pour le fabriquer en France. Alors, au fond, moi, je me suis engagé dans cette question il y a maintenant une dizaine d'années, pour me dire, au fond... on a vu partir, on a laissé partir beaucoup de savoir-faire. Ben oui, les téléphones que vous reconditionnez ici, ils ne sont pas fabriqués ici. Ils sont fabriqués dans des méga factories en Asie par des ouvriers qui sont dans des conditions sociales et salariales qui ne sont pas exceptionnelles. Et on a créé les usines du monde. Et cette réalité, qui est due à la démographie, encore une fois, mais cette réalité a fait que le système capitaliste s'est pensé un peu différemment.
Il y avait un discours dans les années 80, je l'ai dit hier soir à l'Assemblée Générale de Leader, qui consistait à dire non mais le bon modèle c'est l'entreprise sans usine. C'est M. Serge Tchuruk qui était le patron d'Alcatel. Il disait le bon modèle c'est une entreprise, des chercheurs, des ingénieurs, services commerciaux, mais les usines, on les met on ne sait pas où, on les cache si ça pollue, il faut trouver des ouvriers qui ne sont pas payés cher, puis c'est pas grave, le monde est devenu tout petit, donc si on a son siège en France, qu'on va en Europe mais qu'on a ses usines à 10 000 km de là, c'est pas très grave. C'était ça le modèle qui a été porté par ce qu'on a appelé les délocalisations, qui était fondé sur à la fois la recherche d'un moindre coût de production, qui d'ailleurs n'a pas toujours bénéficié aux consommateurs, entre parenthèses, qui continue à ne pas bénéficier aux consommateurs. Hein. Quand vous achetez le maillot de foot de l'équipe de France avec les 2 étoiles et que vous le payez 80 € et qu'il est sorti de l'usine de Thaïlande vendu à l'entreprise à 5 €, vous vous dites qu'il y a peut-être un peu d'exagération, d'autant plus que ce maillot pourrait être fabriqué en France pour 25 €, être vendu 80 € avec une vraie marge, et faire en plus vivre des ouvriers français, et en plus ne pas consommer de carbone pour faire le tour de la Terre. Donc on voit bien que le système était devenu un peu fou, un peu dingo. Quand on sait que 80% des salades qu'on consomme, on fait plus de 2000 km avant de venir à l'endroit où on les mange, on se dit que nos grands-parents qui vivaient dans les charmants villages autour d'ici, ils avaient bien compris que la salade, quand elle venait de son jardin, elle était meilleure et elle avait moins bouffé de carbone et moins pollué la terre. Le système est devenu fou. Et je crois que nous sommes là et que notre devoir, c'est de corriger le système. Et que chacun a sa part. Et que le fabriquer en France, c'est un moyen de corriger le système, parce qu'au fond, le fabriquer en France, c'est une forme de circuit court. Quand vous achetez un jean, une voiture, un téléphone reconditionné qui est fait en France, vous faites du circuit court. Il y a une marque de jean qui s'appelle 1083. Vous savez pourquoi elle s'appelle 1083 ? Parce que 1083, c'est la distance entre les 2 villes ou villages les plus éloignés de France. Ça veut dire que quand vous achetez un produit français, il n'a jamais fait plus de 1083 km pour venir à l'endroit où vous le consommez. C'est, je crois, le modèle d'aujourd'hui. Il y a une vraie prise de conscience de nos compatriotes de cette réalité. La crise de la Covid a d'ailleurs aidé à mesurer les dégâts. Quand on s'est réveillé un matin et qu'on s'est dit on ne sait plus faire de masque, on ne sait plus faire de gel, on ne sait plus faire de respirateur, on ne sait plus faire de blouse, on ne sait plus faire de gants, on ne sait plus faire de vaccins, on ne sait plus faire de médicaments. Oula! On s'est dit danger. Et au fond, globalement, les Français se sont dit, là on sent les conséquences, hein, c'est concret. C'est pas des discours, c'est pas des grandes envolées, c'est une réalité. Donc la Covid a permis de renforcer la conviction que nous avions les uns les autres, qu'au fond il fallait acheter circuit court, acheter français, qu'il fallait économiser les ressources de la planète et qu'il fallait être raisonnable parce que le monde s'était trop déséquilibré. Je crois que fabriquer en France, c'est aussi, et je le dis, il y a ici des élus, moi je ne fais plus de politique, mais c'est aussi un projet de société. On cherche depuis des années qu'est-ce qui peut faire un projet collectif. Qu'est-ce qui peut mobiliser la société dans sa différence? On est très différents. Les attentes des uns, des autres, des riches, des moins riches, des ruraux, des urbains sont très différentes. On a une société qui pourrait se déchirer, qui pourrait éclater. Qu'est-ce qui pourrait nous mobiliser collectivement? C'est produire en France. Parce que produire en France, c'est le jardinier dont je parlais qui fait ses salades et qui vend sur le marché voisin. C'est l'ingénieur, c'est le chercheur, c'est celui qui équipe et qui soutient les entreprises. C'est la Banque de France, Produire en France, qui soutient les entreprises. C'est les commerçants qui vendent, c'est la logistique qui transporte, et puis c'est les ouvriers, c'est ceux qui fabriquent, qui travaillent, qui font cette production. Et c'est tous les métiers. Et c'est tout le pays. Alors quand je disais ça récemment devant mes étudiants de la Sorbonne, où je donne des cours sur le master
de marketing sur le Made in France, il y en a un qui lève la main et me dit « Non, mais ok, ça peut mobiliser beaucoup de gens, mais ça ne peut pas mobiliser la culture. » Faux. Archi faux. Pensez-vous que la marque France dans le monde serait aussi puissante si elle n'était pas portée par une vision, une politique culturelle française puissante? Pensez-vous que l'acheteur qui va acheter une casserole française au Japon, qui va acheter un produit français, il n'est pas aussi de se dire « Tiens, je choisis parce que c'est français », impressionné au sens photographique du terme par ce qu'est la culture française. Et vous le savez bien, dans des pays de vignes et de gastronomie, qu'au fond, tout ce qui constitue la culture de notre pays porte aussi la production. Et que donc la mobilisation du pays, elle peut se faire autour du fabriqué en France. Et vous en êtes un bon exemple. Des gens courageux, des fadas, comme on dit ici, qui se disent un jour, plutôt que d'être tranquille à rester salarié, on va reprendre une entreprise, on va prendre des risques, on va pas dormir la nuit, on va être stressé, on va se faire engueuler par les fournisseurs, par les clients, par les salariés, mais on va créer une famille. Et hier soir, l'un de vos dirigeants me disait, quand on voit qu'on fait vivre sans famille, eh ben ça, on l'a fait. Et donc, c'est bien cette logique d'engagement que vous portez, c'est bien la valorisation du fabriqué en France. Vous n'avez pas décidé d'aller tout exporter à l'autre bout de la planète, vous auriez pu le faire. Hein. Vous dire, il y a des pays low cost, tiens, on va aller faire que nos téléphones, on va les envoyer je ne sais où, on va avoir des ouvriers sous-payés qui vont les recycler, et puis ces produits, on les ramènera. Non, vous avez fait ce choix qui n'est pas un choix simple tous les jours. Aujourd'hui, on est dans un jour de fête et on a bien conscience que c'est un jour de fête, mais on n'est pas forcément là quand il y a les jours difficiles. Et ils existent. Et ils sont, à mon sens, un peu plus nombreux que les jours de fête. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut profiter des jours de fête. Sur ce sujet, vous êtes dans ce cycle de production française et dans ce qui, je crois, est le modèle de demain. Je le dis aux jeunes générations, demain, créez aussi vos activités, créez vos entreprises, parce que c'est comme ça qu'on fera notre part et qu'on jouera notre petit rôle de colibri. Alors, comme toujours, bien sûr, quand il y a des mouvements de société et d'opinion, quand il y a une demande de la population, il y a des petits malins qui vont dire « Ah bon, les gens veulent acheter français ?» Ah, c'est une bonne idée, ça. Bon, on va leur vendre pour français des produits qui ne le sont pas. Normal. Et on voit depuis maintenant 5-6 ans que le Made in France reprend un peu de dimension dans les supermarchés, fleurir du bleu, blanc, rouge partout. Il n'y a jamais eu autant de bleu, blanc, rouge sur les produits. Il n'y a jamais eu d'autant d'appellations diverses et variées, voire avariées, de recettes françaises fabriquées en France, a vu un Français une fois dans sa vie, est passé par quelque part en France, enfin des trucs les plus... qui sont destinés à dire aux consommateurs « Venez, 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 vous allez acheter français ». Et puis, derrière, évidemment, il se fait malheureusement souvent avoir. C'est la raison qui a fait que nous avons créé Origine France Garantie, il y a 10 ans, sous forme d'une association de chefs d'entreprise qui ont cru à cette idée que j'avais portée dans un rapport à l'ancien président de la République. Et comme à l'époque j'étais parlementaire, je savais ce que devenaient les rapports parlementaires. Ils allaient au grand cimetière des rapports parlementaires. Ils recueillaient la poussière au cours des décennies. Plus personne ne les lisait jamais. Et la tonne des bonnes idées qui étaient contenues dans ce jus de cerveau était évidemment dans une cave de l'Assemblée nationale, laissée sans doute en héritage, soit aux souris, soit aux générations à venir, mais à mon avis plus aux souris. Donc j'avais eu l'idée de me dire, bon, dans ce rapport, je vais faire des propositions. Évidemment, aucune ne sera retenue. Mais je vais essayer d'en rendre une opérationnelle. Et pour la rendre opérationnelle, on va voir s'il y a des fadas qui veulent se joindre à moi et si on peut créer cette association. C'est comme ça qu'on a créé l'association ProFrance, qui porte Origine France Garantie, qui est une certification, au fond simple, qui consiste à dire qu'est-ce qu'un produit français. Alors une tomate, un concombre, on voit bien. Hein. Quoique, d'où vient la graine ? Mais dès que c'est un peu plus élaboré, c'est compliqué. Nous nous sommes fondés sur la législation de nos amis suisses, qui ont mis au point une législation qui s'appelle le Swiss Made, et qui permet de définir un produit. Et donc, pour être Origine France Garantie, un produit
doit avoir acquis ses caractéristiques principales en France, en gros avoir été totalement fabriqué en France. Ça exclut la marinière qui est teinte, découpée en Bretagne et qui est au Maroc et qui est cousue en Bretagne, vous voyez ce que je veux vous dire? Ça ne peut pas être Origine France garantie. Même si c'est terminé en Bretagne, dans une usine tout à fait intéressante, mais ça ne peut pas être Origine France garantie. Donc il faut que le produit soit devenu le produit en France, et il faut que quand on prend tout ce qui compose le produit, la main-d'œuvre, les matières premières, les accessoires, eh bien, il y a au moins 50% de ça qui soit français. Alors ça permet bien sûr que dans le meilleur foie gras, il y a toujours un grain de poivre qui vient d'ailleurs. Ça permet d'être pragmatique, de ne pas être un ayatollah, mais de définir ce qu'est un produit français. Aujourd'hui, 600 entreprises ont fait la démarche de faire certifier leurs produits Origine France garantie, pas leurs entreprises. Ce que je voudrais vous dire un mot à cette occasion, c'est la distinction entre l'entreprise et le produit. L'entreprise et la marque ne sont plus l'origine. Au siècle dernier, la marque, l'entreprise, c'était l'origine. J'ai acheté une voiture Renault, c'était français. Aujourd'hui, j'achète une Toyota Yaris, elle n'est pas japonaise, elle est fabriquée à Valenciennes. J'achète une Renault Clio, elle n'est pas française, elle est fabriquée en Turquie. Donc au XXIe siècle, la marque n'est plus l'origine. Et l'entreprise n'est plus l'origine. C'est pour ça que nous nous adressons, nous, aux produits, pas aux marques, pas aux entreprises, mais aux produits. Le produit, il est ou il n'est pas français. Et que donc nous avons aujourd'hui 600 entreprises, près de 5000 gammes de produits qui portent cette certification Origine France garantie, qui s'adresse à tout type de produits. On vient de certifier un train Bombardier, ils sont Origine France garantie, ils sont fabriqués à Valenciennes. On certifie aussi des chaussettes, on certifie toutes sortes de choses très différentes. Nous avions beaucoup d'entreprises à l'Élysée, à l'exposition du Fabriqué en France, puisque j'ai l'honneur de faire partie du jury de cette exposition, et que le président de la République a bien voulu ouvrir les portes de l'Élysée. Cher Christian, effectivement, il y avait beaucoup d'entreprises du département. Voilà, mais le jury a eu un coup de cœur pour Sophie Group. Et le président de la République, quand il a visité l'exposition avec le jury, vous étiez, je crois, dans la cour les uns les autres, vous attendiez le discours, il s'est arrêté devant le téléphone, il y avait des chaussettes à côté. Hein, chaussettes Brousseau. Je lui ai dit, mais je connais l'entreprise, j'y vais, je vais remettre un certificat mardi. Elle m'a dit, ah bon, mais il faut quoi? Voilà, il s'est intéressé au sujet, peut-être qu'il viendra vous voir à un moment ou à un autre. Sur cette question-là, on ne s'évanouit pas, madame. Il est marié. C'est dire si, au fond, cette famille du fabriqué en France, du produit en France, si cette recherche de la traçabilité et Origine France garantie, elle est là pour vous donner une certitude. Je veux acheter français, mais encore faut-il que je sois sûr que j'achète français. Ah, monsieur, j'ai acheté une voiture française, j'ai acheté une Renault Clio. M'a raté. Renault est une entreprise française, incontestablement, mais la Renault Clio, elle n'est pas faite en France. C'est ce sujet. Origine France garantie a cette volonté, c'est de certifier l'origine des produits. Et puis, nous avons beaucoup travaillé avec les entrepreneurs et nous nous sommes dit, mais il y a aussi les services. Et donc est née l'année dernière une deuxième certification qui s'appelle Service France Garantie, qui certifie le service rendu. Et c'est comme ça que Sophie Group a obtenu cette certification, parce qu'ici, évidemment, vos produits, ils ne sont pas fabriqués en France à la base. Mais par contre, le service de reconditionnement, de renaissance que vous lui apportez, c'est vous qui le remplissez. Il est important que celui qui consomme, il sache que ça a été fait ici. C'est ce à quoi sert Service France Garantie. J'ai d'ailleurs été remettre il y a quelques semaines à l'entreprise japonaise Ricoh en Alsace qui fabrique des photocopieurs et qui a transformé son usine alsacienne pour recycler ses photocopieurs. Il fait exactement le même métier que vous avec les smartphones, avec des photocopieurs. Ils sont aussi Service France Garantie. Et je crois que dans ce monde où les circuits courts, où le deuxième usage ou le troisième usage des objets est important, avoir une certification, c'est important aussi. Pourquoi au fond? Et peut-être que je terminerai par là mon intervention. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette certification?
Bien parce que je vais vous livrer un secret, c'est que dans votre poche ou dans votre sac, mesdames, vous avez 2 armes absolues de pouvoir. Ah. Alors, mesdames, je ne parle pas de votre rouge à lèvres. Ah, j'allais penser. Vous y pensiez. Je vous ai dit, attendez que le président de la République vienne pour... Votre première arme de pouvoir, c'est votre carte d'électeur. Et dans une démocratie, avec tous les défauts d'une démocratie, l'électeur, il a le pouvoir de choisir ou de ne pas choisir ses élus. Et les élus dirigent. On a vu que dans les dernières élections, ce n'était pas forcément un outil qu'on utilisait encore. Et je ne suis pas là pour faire des analyses politiques de ce qui s'est passé, mais c'est une carte de pouvoir. Il y a beaucoup de pays dans le monde, on ne peut pas faire ce choix. Nous avons la chance de pouvoir choisir nos élus. Et tous les 4-5 ans, de pouvoir les changer si on a envie de les changer. D'ailleurs, on les a beaucoup changés, ça n'a rien changé. C'est peut-être que le problème n'est pas les élus, mais qu'il est ailleurs. J'ouvre cette voie de réflexion pour chacune et chacun d'entre vous. Si on a changé autant de fois les élus et que ça ne marche pas, c'est peut-être qu'il y a un problème différent. Je ferme cette parenthèse, je n'étais pas venu pérorer sur le mode électoral. Mais vous avez un deuxième outil de pouvoir. Votre carte bleue. Vous êtes un acteur de l'économie. Vous êtes d'ailleurs l'acteur de l'économie. On oublie souvent le consommateur. Mais au bout du système, c'est le consommateur qui fait vivre l'économie, c'est personne d'autre. Et avec votre carte bleue, vous avez le choix d'acheter ou de ne pas acheter, d'acheter français, d'acheter autrement, de savoir ce que vous achetez. Et Origine France Garantie et Service France Garantie, elles sont dans cette logique du consommateur acteur et du consommateur qui veut savoir ce qu'il achète. Et de celui qui dit moi, je crois aux produits en France, je sais que, comme le disaient les chambres de commerce dans les années 90, nos emplettes sont nos emplois. On n'a pas trouvé mieux en slogan. Hein, que acheter local, c'est bon pour l'emploi et pour la planète. Et donc je veux être un acteur de l'achat local. Eh bien, si je vois Origine France Garantie ou Service France Garantie, je peux y aller parce que je sais que c'est local. Et je sais que c'est un produit dont je suis sûr qu'il soit français. Ça a été dit tout à l'heure par, je crois, Patrick. Service France Garantie, c'est pas, ou Origine France Garantie, vous n'allez pas sur Internet quand vous êtes une entreprise, vous rentrez pas votre nom, votre prénom, votre machin, puis vous appuyez un bouton, ça sort. C'est une certification, c'est-à-dire qu'il est venu ici un représentant, je ne sais pas si c'est AFNOR ou Veritas, AFNOR, d'un organisme de certification indépendant qui est venu vérifier si les conditions de Service France Garantie étaient réunies. Et Service France Garantie, vous avez obtenu cette certification pour 4 ans, elle sera vérifiée chaque année, et au bout de 4 ans, il faudra tout recommencer. Donc c'est une certification exigeante pour essayer de chasser ceux qui fraudent. Les petits malins qui vendent pour français des produits qui ne sont pas français et qui essayent de vous piéger dans cette affaire. Donc nous avons mis au point cette certification parce qu'elle est importante pour rassurer le consommateur, pour garantir la traçabilité du produit et pour faire en sorte qu'effectivement le combat que vous menez d'entreprise, le combat que vous venez pour faire bien votre travail, eh bien, il soit justement reconnu dans un moment où les Français ont envie d'acheter français, et pire encore, le monde entier a envie d'acheter français. Et c'est un des éléments que je voulais aussi vous livrer. Moi, je ne suis pas pour une France enfermée sur elle-même, qui fermerait ses frontières et qui ne produirait que pour elle-même. Ça n'a aucun sens. D'abord, c'est un contresens de ce qu'on a tous envie de faire, de voyager, de voir le monde, et c'est un contresens de la logique économique. On est un pays de 60 millions ou 66 millions d'habitants face à un monde de bientôt 10 milliards. Dieu sait si on a des choses à leur vendre. Et la marque France, elle est appréciée dans le monde. Elle est reconnue comme étant porteuse de valeurs culturelles, j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de valeurs sociales. On a un niveau social qui est élevé, on a des exigences environnementales qui sont fortes. Quand on achète un produit français, on est sûr que ce n'est pas des enfants qui l'ont fabriqué. Quand vous achetez certaines grandes marques, y compris celles vendues en France, vous n'êtes absolument pas sûr que ce n'est pas des enfants qui l'ont fabriqué. Quand on voit les grandes marques Zara et autres qui sont traînées devant le tribunal parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir fait travailler des prisonniers de camps de travail ouïghours, prisonniers des Chinois,
ça fait froid dans le dos de se dire qu'on a pu participer par nos achats à cautionner une politique de crime contre l'humanité. À ma connaissance ici, personne n'est en camp de travail. Ou alors il y a des sous-sols cachés avec des gens qu'on n'entend pas parce qu'ils sont bâillonnés. Et donc la marque France, elle est porteuse à l'extérieur de toutes ces valeurs qui se font souvent les difficultés, les contraintes sanitaires, les contraintes sociales, les contraintes environnementales, elles sont lourdes, elles pèsent sur le prix. Mais elles sont aussi un élément de valeur. Et en achetant français, en vendant français, en exportant des produits reconditionnés qui sont reconditionnés en France, je pense qu'on a aussi un bel avenir à préparer devant nous. On a un travail qui est tout à fait enthousiasmant et peut-être, encore une fois, un projet de société qui nous manquait jusqu'à présent. Vous êtes donc pour moi l'entreprise parfaite. Parce que vous êtes à la fois dans le Made in France et vous donnez du boulot à une centaine de familles de votre territoire, mais que vous êtes aussi un acteur de la lutte pour l'environnement. Vous avez les deux qualités. On a des entreprises qui sont seulement Made in France, puis on a des entreprises qui sont seulement combat environnemental. Vous additionnez les deux. C'est vachement bien. On comprend mieux, Jean-Christophe, que vous perdiez un peu vos cheveux sur ce sujet-là, mais vous êtes... et puis l'engagement sociétal sur les combats de société, et notre amie représentante de la Ligue contre le cancer ne veut pas que je l'oublie, et je ne l'oublie pas naturellement. Ça valait le coup pour moi de venir, de vous dire tout mon respect, ma reconnaissance, de vous redire, même s'il ne m'en a pas chargé officiellement au nom du président de la République, la fierté que nous avons de voir une entreprise comme la vôtre. Vous avez devant vous un marché gigantesque, qui est celui de lutter contre la folie du monde et contre la déperdition des ressources qui est la nôtre. Vous avez, je pense, une vraie place à prendre. Vous êtes trop modeste. Il y a des entrepreneurs qui se font trop voir et qui ont trop peu de résultats. Vous avez beaucoup trop de résultats et vous ne faites pas assez voir. Donc vous êtes trop modeste. Je pense qu'il y a un moment où il faut faire parler de soi, il faut se mettre un peu en avant, non pas pour dire je suis meilleur que les autres, mais pour dire, voilà, je suis fier de ce qu'on fait. Je repartirai ce soir très convaincu de la chaleur d'abord de votre accueil. Je ne parle pas de la chaleur intérieure, je parle de la chaleur humaine. J'espère de la visite que je vais faire, parce que vous m'avez expliqué qu'effectivement vous vouliez que vos collaborateurs soient là, mais au fond, moi j'ai hâte de voir comment vous savez travailler et comment vous travaillez. Et puis d'une belle entreprise française que nous allons largement applaudir, parce que c'est ceux qui vont rester là demain. C'est pas celui qui fait le discours aujourd'hui, hein. Demain il sera plus là, et s'il y a un bug dans l'entreprise, c'est pas moi qui le gérerai. Ceux qui veulent, faut applaudir, c'est tous ceux qui font vivre Sophie Group au quotidien. Merci Yves Gégaud pour toutes ces belles paroles. Je pense que ça fait chaud au cœur, effectivement, à l'ensemble des équipes, à l'ensemble des collaborateurs et de mes associés. Mais effectivement, on est très fiers aussi de recevoir aujourd'hui donc ce certificat, qui est le certificat effectivement de tout le monde. Et on vous remercie encore d'être venu nous voir. Et je pense qu'effectivement, c'est une belle reconnaissance effectivement pour toutes les personnes et pour toutes les équipes. On en parle peu, on parle peu des personnes qui travaillent au quotidien effectivement sur cette approche-là. Et on vous remercie beaucoup donc pour cette remise de certificat. Merci beaucoup. Sur la photo, monsieur le maire, accrochez-moi un peu. Je sais que les élus s'aiment bien être sur les photos. Ouais, j'ai fait ça à 22 ans, hein, donc il n'y a pas de honte. Voilà, allez, bravo. Merci encore. Je voudrais juste ajouter une dernière petite précision. Yves Gégaud a parlé des consommateurs que nous sommes et qui devons devenir des acteurs avec notre carte bancaire. Il faut que vous sachiez que le terme de consommateur
et rentrer officiellement dans l'édition 2021 du Larousse. Consommateurs. Soyons tous des consommateurs. On est sauvés. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose maintenant, on a parlé effectivement de notre métier du reconditionné, c'est que vous puissiez maintenant présenter à nos invités ce que vous faites, votre savoir-faire. Et on va organiser des visites tout au long du processus de production pour présenter votre travail.